Bienvenue à tous, vous êtes sur Dash News et vous faites bien. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de l'information. Les titres du journal. En Somalie, la confusion demeure au lendemain du report du démarrage des élections prévues ce dimanche. Le pays reporte les sénatoriales et présidentielles, pourtant prévues le 10 octobre prochain. Explication dans ce journal. L'allocation véhicule de 25 millions d'euros destinée aux 529 députés ougandais divise l'opinion. Les défenseurs des droits de l'homme, pour ces derniers, l'achat de véhicules n'est pas une priorité au moment où l'Ouganda peine à faire face à la pandémie de Covid-19. Entrée en matière plutôt réussie pour le boxeur camerounais Albert Aïssi Mengue aux Jeux Olympiques de Tokyo. Retour dans ce journal sur sa victoire face à l'Iswatinien Lamini Tabiso. Une fois de plus, bienvenue à tous. La Somalie, toujours dans la confusion au lendemain du report du démarrage des élections prévues ce dimanche, un long cycle électoral censé débuter avec l'élection des sénateurs et s'achever le 10 octobre prochain avec celle du président de la République selon le calendrier officiel. Explication dans ce reportage que signe Armelga. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été annoncée par les autorités somaliennes après le fiasco de ce dimanche. Les retards causés par des problèmes logistiques ont empêché la tenue des sénatoriales. Les régions de cet État fédéral n'étant pas parvenues à soumettre à temps la liste des candidats au scrutin, ni à former les comités locaux devant prendre part au vote. Le contexte électoral national somalien prévoit la désignation du président du Parlement par ses pairs, préalablement désignés par les délégués spéciaux, eux-mêmes investis par les clans et sous-clans. Selon plusieurs sources, seul le Jubaland avait rempli toutes les conditions requises en vue de l'organisation de ces élections. Un processus impossible dans plusieurs autres régions comme le Gamuldoug, où le Parlement local en vacances ne devrait reprendre sa session qu'au mois d'août. La date de l'élection du président de la République fédérale de Somalie sera le 10 octobre 2021. La cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du Parlement et l'élection des présidents des deux chambres auront lieu en septembre 2021 comme prévu. En avril, la prolongation pour 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui avait expiré le 8 février, avait provoqué de violents affrontements à Mogadiscio, menaçant le fragile équilibre de ce pays meurtri par la guerre civile. Le président tunisien lève la suspension des travaux du Parlement et le limogeage, autant pour moi, d'Hichem Mechichi, le chef du gouvernement, à la suite des manifestations contre les dirigeants du pays. Une décision saluée par les protestataires pour qui ces réformes sont une avancée vers la démocratie et la résolution de la crise sociale. Armelga. Une manifestation de soutien au président tunisien. Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche soir dans les rues de Tunis pour saluer la décision de Kais Saïed, limogeage du Premier ministre, gel des travaux du Parlement pour 30 jours. Le chef de l'État s'est également octroyé les pouvoirs exécutifs, des décisions prises à la suite d'une journée de manifestation en dépit d'un couvre-feu et d'un important déploiement policier pour limiter les déplacements. Première décision, le gel des fonctions du Parlement. La Constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif, avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. La frustration des citoyens est exacerbée par les conflits entre partis au Parlement et le bras de fer entre le chef du Parlement et le président Saïed qui paralyse les pouvoirs publics, selon le chef du parti Ennahda. Beaucoup reprochent aussi au gouvernement son manque d'anticipation et de coordination face à la crise sanitaire, laissant la Tunisie à court d'oxygène. Avec ses près de 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, le pays a l'un des pires taux de mortalité officiels au monde dans cette pandémie.
Cap sur l'Ouganda et on en vient à cette allocation véhicule controversée, 25 millions d'euros pour 529 députés, enveloppe allouée aux membres du Parlement ougandais pour l'achat de véhicules, une dotation sérieusement critiquée alors que le pays fait face à la pandémie de Covid-19 et peine à gérer cette crise sanitaire. Plus de détails dans cet élément que signe Serge Bertrand ici. Les 529 députés ougandais ont reçu chacun une dotation de 48 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule. Selon le porte-parole du gouvernement Ofono Opondo, cette décision est une tradition de longue date. Pour lui, les députés avaient droit au transport. La décision n'est pas du goût des organisations de défense des droits de l'homme. Pour elle est inopportune du fait de la présence dans le pays de la pandémie de Covid-19. La priorité est, selon ces dernières, l'immunisation des populations par la réalisation des tests de dépistage et du traitement des malades. Il s'agit d'une substitution des priorités qui privilégie le confort des leaders politiques au détriment de la santé des populations. L'Ouganda est habitué à ce type de décision. En 2018 déjà, une mesure similaire avait été adoptée suscitant une manifestation générale au siège du Parlement. Comme en 2018, quelle sera l'issue de la contestation au moment où le pays est frappé de plein fouet par le Covid-19? Seuls les jours à venir nous le diront. 8 soldats tués et 14 autres blessés, c'est le bilan de l'attaque de Sakmé près de Fotokol, à l'extrême nord Cameroun. Les assaillants membres de la secte islamiste Boko Haram, lourdement armés, se sont repliés selon les autorités camerounaises vers le Nigeria voisin. Le gouvernement annonce des opérations de ratissage sur le terrain. L'attaque est survenue dans la nuit de samedi à dimanche au poste militaire de Sakmé près de Fotokol à la frontière avec le Nigeria. Selon un communiqué du gouverneur de la région de l'extrême nord Midi Yawa Bakari, les rebelles sont arrivés à bord de 6 véhicules et des motocyclettes. En plus des pertes en vies humaines enregistrées côté armée, du matériel militaire a été également emporté. Côté assaillant, le bilan n'est pas encore connu. S'ils n'ont pas toujours été identifiés jusqu'ici, ils se sont repliés vers le Nigeria, assurent les autorités. Pour le moment, les blessés ont été évacués pour recevoir des soins et le gouvernement a déjà déployé sur place un fort dispositif en renfort. Une opération de ratissage est en cours actuellement dans la zone en vue de sa sécurisation. La région de l'extrême nord est en proie aux exactions de la secte islamiste Boko Haram. Selon un rapport de Human Rights Watch, cette guerre a pour l'État camerounais un coût humain choquant. Par voie de communiqué, le gouvernement malien a annoncé la mort de l'agresseur du président du Conseil militaire de la transition, Assimi Goïta. Le communiqué ne donne aucune précision sur les causes de son décès. Les autorités maliennes prévoient poursuivre l'enquête autour de cette tentative d'assassinat. Elles demandent par ailleurs une autopsie. Amandine Bonny. Le 20 juillet dernier, à la grande mosquée de Bamako, il avait été appréhendé après avoir essayé d'agresser le président du Conseil militaire de la transition malienne, Assimi Goïta. Une enquête avait alors été ouverte pour tentative d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Conduit en détention le même jour, son état de santé se serait détérioré. Il aurait été admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G, où il est finalement décédé. Une autopsie a été ordonnée par les autorités pour déterminer les causes de son décès. Les résultats de celle-ci ne sont pas encore connus. Pour le gouvernement malien, selon les indices collectés et les informations recueillies, cet acte n'est pas un cas isolé, mais un... Au Nigeria, le désarroi des parents d'enfants kidnappés persiste sur le sort réservé à ces derniers, notamment 136 élèves enlevés il y a 2 mois dans une école islamique dans le nord du pays. L'un des négociateurs pour leur libération a été enlevé à son tour par des bandits avant d'être tué. Ce dernier tentait de trouver une issue favorable à la libération des enfants. Stéphane Dibébé. Depuis l'enlèvement des 136 élèves dans cette école islamique dans le nord de l'État fédéral du Nigeria, leurs parents ont complètement perdu le sommeil. À la direction de cette institution scolaire, tout comme chez certains parents, tous les moyens ont été mis à contribution pour collecter les 30 millions de naira exigés, soit 72 993 $. Nous avons vendu la plupart de nos propriétés et utilisé nos économies pour que nos enfants soient rendus. Malheureusement, après tous les efforts, ils ont dit que nous n'avions pas apporté l'argent nécessaire. Il ne nous reste plus rien
et nos enfants sont toujours détenus en captivité. Une captivité qui va encore connaître du temps, puisque des bandits armés ont arrêté le négociateur qui a été envoyé pour payer la rançon. Pour le gouvernement nigérian, le paiement d'une quelconque rançon n'est pas à l'ordre du jour. Le président Muhammadu Buhari a d'ailleurs ordonné aux forces de sécurité de rechercher ses élèves captifs. Selon les Nations Unies, au moins 950 élèves ont été enlevés par des hommes armés depuis le mois de décembre dernier au Nigeria. Et tout naturellement, on aborde notre casquette écolo dans ce journal. La journée internationale pour la conservation de la mangrove. C'est aujourd'hui, ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection des communautés côtières. Malgré tous ces bienfaits, la mangrove s'avère aujourd'hui menacée selon les experts. Audrey Molingui. La mangrove, cet écosystème rare et spectaculaire, aux bienfaits qu'on ne décrit plus, se situe aujourd'hui parmi les écosystèmes les plus menacés, du fait de la croissance de la population en zone côtière. La déforestation, la conversion de terrains pour l'élevage, la production de riz ou de sel ainsi que l'aquaculture commerciale constituent également une menace pour cette formation végétale. La Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove, proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2015, se célèbre chaque 26 juillet. Elle vise à sensibiliser quant à l'importance des écosystèmes de mangrove en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation et leur utilisation. Les observateurs s'accordent tous. La mangrove est un trésor de biodiversité qui se doit d'être protégé. Au chapitre économie, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire où une crise énergétique frappe de plein fouet les industries de ce pays, affectant ainsi les livraisons portuaires et les exportations de fèves de cacao. Situation catastrophique pour le premier pays producteur de cacao à l'échelle mondiale qui se retrouve avec des milliers de tonnes de fèves de cacao stockées dans des entrepôts. Explication, Amandine Bonny. 80 000 tonnes de fèves de cacao, entreposées et emmagasinées dans les fermes, attendent toujours d'être expédiées vers les principaux ports de la Côte d'Ivoire. La cause serait une limitation des délivrances de permis de livraison dans les deux ports par le régulateur de cacao de Côte d'Ivoire, CCC. Les arrivées de cacao dans les deux ports du pays ont ralenti d'environ 14 000 tonnes la semaine dernière, contre 26 000 tonnes à la fin du mois de juin. Le directeur d'une coopérative de cacao basée à Soubré, dans le cœur de la ceinture cacaoyère du pays, affirme qu'il n'a pu effectuer de livraison par défaut de permis. Le système CCC rejetterait les demandes après quelques jours. De leur côté, les exportateurs déclarent que le régulateur exige qu'ils ne prennent que les fèves prêtes à embarquer à cause du manque d'espace de stockage. Selon les sources officielles au sein du Conseil du cacao et du café de la Côte d'Ivoire, ces directives font suite aux problèmes de distribution d'électricité qui impactent la capacité de broiement et de traitement du cacao dans le pays. En sport, de bonnes nouvelles pour la boxe camerounaise du côté de Tokyo. Entrée en matière plutôt réussie pour le boxeur camerounais Albert Aïssi Mengue à ces Jeux Olympiques. Le meilleur pigiste africain dans la catégorie des 69 kg a battu l'Eswatinian Lamini Tabiso par arrêt de l'arbitre au 3e round. Les détails avec vous, Krusty Sanders Mbangé. Belle entrée en matière du boxeur camerounais Albert Aïssi Mengue aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le meilleur pugiliste africain dans la catégorie des 69 kg a réussi son entrée en compétition en battant à l'étape des 16e de finale l'Eswatinian Lamini Tabiso par arrêt de l'arbitre au 3e round. Le boxeur est le premier sur les 12 athlètes de la Team Cameroun à défendre les couleurs des Lions Indomptables et par cette victoire, il a donné le la. Albert Aïssi Mengue, 22 ans, est donc qualifié pour les 8e de finale. Au prochain tour, mardi plus exactement, il rencontrera l'Irlandais Hayden Wash. Un combat qui s'annonce très relevé en perspective. Voilà, c'est tout pour cette édition de l'actualité préparée pour vous par la rédaction de Dash News. L'information continue sur votre chaîne.